Comment enquêter sereinement quand vous savez que des dizaines d'avocats vont décortiquer chaque mot et chaque point de votre travail? Comment faire du neuf alors qu'il s'agit d'une des affaires les plus médiatisées du monde sportif? Comment parler d'un absent qui n'est pas mort mais ni parfaitement vivant et dont l'entourage refuse de parler et même de fournir toute image? D'autant plus quand la personne est le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, Michael Schumacher. Bonjour Guillaume Janton. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le producteur et co-auteur avec Thibaut Giton d'un documentaire, Michael Schumacher en quête de vérité, qui passe ce soir sur RMC Story. Alors je raconte les faits. On est le 29 décembre 2013 et celui qu'on surnommait le Baron Rouge est victime d'une chute à ski dans la station de Méribel, c'est en Savoie en France. Il descend sur une petite zone entre deux pistes. C'est pas vraiment du hors-piste, mais c'est pas damé, il y a des pierres. Il ne voit pas une pierre, il tombe. Et ce que vous dites, c'est que c'est l'attache de la caméra GoPro qui lui perfore le crâne extrême. Sous une légère couche de poudreuse, un caillou affleuré et ça a accroché son ski, ce qui l'a déséquilibré. Il tape et vraiment pas habitué, c'est ça qui est rageant. En tombant, sa tête heurte un rocher à peine visible. La caméra, vissée sur son casque, lui perfore le crâne. C'est la tâche de la GoPro qui a amplifié ses blessures. Alors, première chose, la personne qui parle est présentée comme spécialiste de la Formule 1. Il s'appelle Ziv Knoll. Moi, je connais assez bien la F1, je l'avais jamais vu. Qui est ce gars ? Je vais vous acheter un abonnement à F1 Magazine. Ouais. Il est journaliste à F1 Magazine. Ziv Knoll, c'est un journaliste suisse. D'accord. Voilà. Schumacher est transporté en hélicoptère à l'hôpital. Et ce qui frappe, c'est que dès le début, tout son entourage et sa famille font tout pour qu'aucune information ne filtre. L'omerta est complète. Pour quelle raison ? Pourquoi tant de mystère ? Je veux dire le sens de ma question. C'est pas comme si on avait triché aux impôts ou tué quelqu'un. Tout le monde a le droit d'avoir un accident de ski. Il y en a des centaines de milliers chaque année. Où est le problème ? Mais je pense que face à la gravité de l'accident, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. C'est quand même quelque chose de totalement imprévisible, d'irrationnel. Donc le jour de l'accident à Méribel, il y a eu une véritable cohue. Il y a eu des fans, des journalistes qui étaient là, qui voulaient savoir ce qui s'était passé. Et la première à parler, ça a été Sabine Kehm, qui est l'attachée de presse de Michael Schumacher. Et c'est vrai qu'il y a une véritable omerta qui s'est installée puisque les médecins n'étaient pas clairs, Sabine Kehm n'était pas claire non plus. Donc on ne savait pas ce qui se passait. On l'entend parler et c'est le championnat du monde de langue de bois quand elle parle. Exactement. On ne sait pas du tout ce qu'il y a eu. Vous avez enquêté au sein de la rédaction du journal suisse L'Illustré. Et je vous cite, vous dites, pour les journalistes, il est dangereux de parler publiquement de l'état de santé de Michael Schumacher. Qu'entendez-vous par dangereux ? On dit qu'il y a eu des représailles de la famille, des menaces. Dès qu'il y a une information qui fuite sur l'état de santé de Michael Schumacher, qu'elle soit positive ou négative, c'est très compliqué avec la famille. On sait que la communication est vraiment maîtrisée, non seulement par Sabine Kehm, qui est donc cette attachée de presse officielle de Michael Schumacher, mais aussi de la famille Schumacher avant et après l'accident. Et derrière tout ça, il y a Corinna Schumacher qui tient la communication d'une main de fer. Et c'est très 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 difficile d'avoir des informations et encore plus difficile de donner des informations, effectivement, par peur de représailles. Corinna, c'est l'épouse du pilote. En 2017, le magazine allemand Bunte a dû payer 50 000 € de dédommagement à la famille parce qu'ils avaient déclaré que Michael Schumacher pouvait marcher à nouveau, ce qui était faux, mais c'est pour ça qu'ils ont eu ce procès, pour une information fausse ou parce que c'était une information qui touchait la vie privée. Nous, on donne des informations aussi dans ce documentaire. Après, non, mais ce qui a posé problème, c'est que c'était faux ou c'était juste personnel et qu'on n'avait pas le droit de le publier. Ah non, c'est que c'était. Je pense que toute information, encore une fois, qu'elle soit vraie, fausse, positive, négative, pose problème. Donc, la famille a un problème avec ça apparemment. Un témoignage, c'est un journaliste suisse. Il s'appelle Arnaud Béda. Il est grand reporter. Oui, effectivement, ce dossier médical volé par un employé de la Rega qui s'est suicidé ensuite en prison et qui avait réussi à subtiliser le dossier médical et qui a essayé visiblement de le monnayer. Il y a l'autre histoire de ces photos qui auraient été prises à Gland par un employé indélicat qu'on aurait tenté de négocier pour 1 million d'euros ou de livres sterling. C'est complètement fou de se dire que quand un journal reçoit des photos de Michael Schumacher aujourd'hui, la première chose que fait le journal, c'est d'appeler les avocats ou la famille de Michael Schumacher pour leur dire « Dis donc, on m'a proposé pour 1 million », ça défie toutes les lois de la presse. Alors, on est mal barré. Gland, je précise, c'est une ville de Suisse, c'est le lieu d'habitation réel ou supposé de Michael Schumacher, on en parlera dans la deuxième partie, mais quand même cette histoire, un employé justement qui bossait pour Schumacher là-bas en Suisse, qui avait subtilisé son dossier médical, s'est ensuite suicidé en prison. Ce suicide aurait été causé par dépression ? Apparemment, après, c'est des démarches qui sont vraiment commerciales. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui étaient dans l'intimité de Michael Schumacher, qui avaient accès à des informations privées et qui les ont vendues directement à des médias. Nous, on a juste voulu raconter une histoire, relater des faits. On a donné la parole à des gens qui sont des spécialistes de F1, mais aussi des personnes qui ont côtoyé Michael Schumacher, comme Philippe Streiff, par exemple, qui était un des premiers à le voir à Méribel. Donc on donne pas la parole à n'importe qui et on n'a pas subtilisé des pièces et des choses privées. Non, mais je demandais ça pas pour vous. Hein. Vous me répondez sur la défensive, vous aviez peur d'avoir des représailles du clan Schumacher. Oui et non, parce qu'on sait qu'ils attaquent pour un rien,
après, nous, on n'a rien à se reprocher. On relate des faits, on donne la parole à des gens, c'est tout. Les proches, Philippe Streiff, vous en parliez également des médecins. C'est juste après ça, vous restez avec nous, Guillaume. En compagnie de Guillaume Janton, co-auteur avec Thibaut Giton d'un documentaire s'appelle Michael Schumacher en quête de vérité. Il est question de l'accident de ski de Michael Schumacher, qu'il a vu se soustraire aux caméras. Il est maintenant entre les mains des médecins. On ne sait pas entre les mains de qui il est. Plus de nouvelles. Mais là, dans ce documentaire, pour la première fois à ma connaissance, vous brisez l'omerta. Avant qu'on parle des conséquences judiciaires que vous pouvez craindre, voici ce qui est dit. On va entendre un médecin et un proche et Philippe Streiff. L'état de santé de Schumacher, un secret de polichinelle que tout le monde refuse d'aborder en public. Mais lors de cette enquête, les témoins proches de Schumacher sont en mesure de nous faire enfin des révélations exclusives sur la santé du pilote. Là, il est dans un état végétatif, il ne parle pas, il ne reconnaît personne. L'ancien pilote Philippe Streiff, qui a lui aussi subi un grave accident, a accepté de nous dire sa vérité sur l'état de santé de son ami. Michael Schumacher doit être dans son lit dans un état déplorable. Il paraît qu'il a perdu beaucoup de kilos. Moi, pour la famille, je vois pas l'intérêt de garder un mari ou un père handicapé comme ça. Quand je vois que pour beaucoup moins que ça, il y en a qui partent en Suisse ou en Belgique où c'est autorisé de se faire suicider après l'euthanasie. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. On imagine que sa vie va se terminer un jour prochain parce que son corps sera trop faible. L'ancien pilote Philippe Streiff lui-même sur un fauteuil roulant qui recommande l'euthanasie, ce sont des propos très durs. Très durs, d'autant plus que Philippe Streiff était un proche de Michael Schumacher. Ça a été un des premiers à se rendre à Méribel après l'accident. On a les images dans le documentaire. La presse lui demandait alors qu'est-ce que vous pensez de son état. Il dit qu'il va parler avec sa femme Corinna, etc. Donc on ne donne pas la parole encore une fois à n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait des vrais liens avec Michael Schumacher. Effectivement, ce qu'il dit est très dur. Il y a un autre passage dans le documentaire parce qu'on a aussi fait appel à des médecins pour analyser la situation d'un point de vue médical. Et Gérald Kierzek nous dit que Michael Schumacher serait dans un état comparable à celui de Vincent Lambert. Au-delà de l'information, on est ici une émission média. Quelles conséquences judiciaires craignez-vous avec la diffusion de ce reportage qui va être scruté du côté Schumacher ? Une lettre ? Non, mais une lettre, ça veut dire une lettre commandée, oui, ça veut dire une attaque en justice. Non, mais nous, encore une fois, on n'a rien à se reprocher. On craint parce qu'on sait que la famille attaque. Voilà, mais... Nous, on a fait notre travail, on emploie le conditionnel quand il faut employer le conditionnel. On donne la parole à des gens qui ont côtoyé Michael Schumacher, qui le connaissent bien, son biographe, des journalistes spécialisés, des médecins. C'est pas n'importe qui. Il y a des fans également, parce qu'il faut savoir que Michael Schumacher a une énorme communauté de fans qui sont vraiment à fond dans Michael Schumacher et qui ont envie de savoir aussi. Ce qui est vraiment passionnant, c'est la question que vous posez, à laquelle vous répondez. Pour quelles raisons la famille cache la vérité sur l'état réel de Michael Schumacher ? Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je pense que Philippe Streiff le disait, il a perdu énormément de poids, il a perdu plus de 40 kilos, donc ça doit être très difficile de voir une image déjà de Michael Schumacher aujourd'hui. Donc déjà pour des raisons presque esthétiques et puis pour des raisons de communication, c'est très très dur de voir Michael Schumacher aujourd'hui dans cet état pour sa carrière, mais aussi pour ses sponsors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'énormes enjeux financiers derrière cette affaire. Michael Schumacher aujourd'hui, c'est une fortune estimée à 1 milliard d'euros. Voilà, et expliquer ce qui se passe, c'est que les sponsors qui donnent toujours de l'argent, des contrats qui n'ont pas été dénoncés, qui continuent à courir, si on le voit dans un état très 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 affaibli, il pourrait... Forcément, ça affaiblit l'image de Schumacher. Il y a d'énormes contrats qui sont signés avec des sponsors. Il y a aussi une histoire avec l'industrie du tabac, qui est un des sponsors historiques de la Formule 1. Alors ça a changé maintenant parce qu'on ne peut plus vraiment faire la promotion des marques de tabac. Mais il faut savoir que Michael Schumacher et Jean Todt ont créé, alors ironie du sort, avant son accident, l'ICM, qui est un institut, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, alors que Michael Schumacher a été touché au cerveau, ironie du sort. Et il y a des histoires de financement avec l'industrie du tabac. On a décrypté ça dans le documentaire et c'est vrai que c'est les coulisses de cette affaire et ça explique pourquoi la famille ne veut pas parler. Et il y a une histoire dans l'histoire, c'est que vous avez retrouvé sa villa, mais il n'habite plus en Suisse, mais en Espagne, à Majorque. C'est vrai qu'une des questions, c'est où est Michael Schumacher, puisqu'on le voit pas. Alors on pensait qu'il était en Suisse à Gland, dans sa villa qui est absolument immense, et on s'est rendu compte en allant là-bas qu'il n'était pas là. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'activité, on a filmé la villa avec un drone, etc. Et donc on s'est demandé où est Michael Schumacher. Et vous l'avez retrouvé. Et on l'a retrouvé. Et donc racontez. On la retrouve. Regardez le documentaire. Non, on est allé en Espagne, à Palma de Majorque. En fait, Michael Schumacher a plusieurs propriétés et il serait dans cette villa de Palma de Majorque à Andratx. Mais ce qui est absolument passionnant, c'est ce que vous expliquez, c'est qu'il a fait un deal avec les autorités suisses pour les impôts. Il a un forfait, mais pour avoir droit à ce forfait, il faut habiter 6 mois plus un jour en Suisse. Exactement. Or, vous dites qu'il n'y habite plus 6 mois plus un jour en Suisse, qu'il est en Espagne. Ce qui explique encore une fois le silence de la famille sur le lieu de résidence de Michael Schumacher. Est-ce qu'il habite en Suisse? Est-ce qu'il habite en Espagne?
Fine, c'est pas bien clair. Et c'est effectivement, a priori, pour des histoires de fiscalité qu'ils ne communiquent pas, que la famille ne communique pas là-dessus. Il y a une immense zone d'ombre qui reste et que vous ne levez pas. Selon les tout premiers témoignages, il n'avait pas de caméra pendant son accident de ski. Ensuite, pas de GoPro. Et puis ensuite, le journal Bild, journal allemand, révèle que la cause de l'accident se trouve dans les fixations qui ne s'est pas ouverte. On est en janvier. Puis on apprend l'existence d'une GoPro. Puis en février 2014, Die Welt, des quotidiens allemands, révèle que la caméra qui a été trouvée était intacte, donc elle n'a pas aggravé le choc. L'impact aurait touché le casque du côté droit alors que la caméra était installée au centre du casque. On ne comprend rien. S'il y a une GoPro, pourquoi personne n'a vu les images? Qui a vu les images de cette GoPro? Et pourquoi vous n'en parlez pas dans le doc? On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on parle pas. Après, la GoPro a priori était mal vissée sur sa tête. Alors est-ce que la GoPro, on peut avoir une GoPro sur la tête et elle peut ne pas filmer? Donc ça reste une zone un peu obscure. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori la GoPro lui a perforé le crâne et qu'elle était mal vissée. Maintenant, GoPro a été mis en cause dans l'affaire, mais ils ne sont pas du tout responsables parce qu'on peut mal visser une caméra sur son casque. Mais voilà, ce dont on est sûr, c'est qu'il a heurté un rocher avec son casque et qu'il y avait une GoPro sur son casque. Et l'action GoPro a chuté ensuite après ces révélations. Merci beaucoup Guillaume Janton, co-auteur du documentaire Michael Schumacher en quête de vérité. C'est ce soir sur RMC Story à 21h05, c'est le canal 23.